Ibrahim Traoré, trahi par ses propres soldats. Ce qu'il leur a dit les a profondément ébranlés. Sous la chaleur déclinante d'un soleil de fin d'après-midi, la terre rouge et poussiéreuse de Ouagadougou scintillait sous les bottes lourdes et les camions blindés. L'odeur du diesel et de la sueur flottait dans l'air, se mêlant à une tension devenue trop épaisse pour être ignorée. Quelque part au-delà de la capitale, dans une base militaire improvisée au cœur de la région du Sahel, le capitaine Ibrahim III se tenait tranquillement à côté d'une table à cartes patinée par les intempéries, les mains derrière le dos, la posture ferme. Il maîtrisait depuis longtemps l'art de l'immobilité, de mesurer le chaos dans le silence. Mais aujourd'hui, le silence semblait plus lourd, non pas à cause de ce qui se passait à l'extérieur du camp, mais à cause de ce qu'il avait découvert à l'intérieur. Des rumeurs circulaient depuis des jours. Chuchotements dans le réfectoire. Des silences soudains lorsque des pas s'approchent. Regards en coin entre des hommes qui avaient l'habitude de rire ensemble. Et puis des preuves tangibles, des communications interceptées, des messages cryptés décodés juste assez pour révéler un plan. Il ne s'agissait pas d'une attaque des djihadistes qui sévissent dans la région depuis des années, mais de l'intérieur de ses propres rangs. Un coup d'État, discret et chirurgical, destiné à le chasser du pouvoir avant l'aube d'une nouvelle semaine. Il aurait pu réagir avec fureur. Il aurait pu convoquer les loyalistes, arrêter les suspects et envoyer un message de peur. Mais il savait que la véritable guerre n'était jamais menée uniquement avec des armes. La peur engendre plus de peur. De la violence, encore de la violence. Il l'avait vu, vécu, étudié. Il savait que le Burkina Faso n'avait pas besoin d'une autre purge. Il fallait de la clarté. Il avait besoin de guérir. Ce soir-là, alors que le soleil plongeait sous l'horizon plat, projetant de longues ombres sur les tentes et les bunkers, Traoré fit un choix. Il n'écraserait pas la rébellion avant qu'elle n'éclate. Il l'affronterait de front avec des mots. Les traîtres, si l'on pouvait encore les appeler ainsi, s'étaient rassemblés dans un hangar abandonné juste à l'extérieur du périmètre de la base. C'était autrefois une station de réparation pour les vieux hélicoptères de l'époque soviétique, aujourd'hui laissés à rouiller sous des bâches. C'est ici qu'ils tenaient leur réunion, à l'abri du bruit des générateurs et de l'illusion du secret. Mais il le savait. Il l'avait toujours su. Et maintenant, debout seul, son uniforme encore poussiéreux des patrouilles de la journée, il franchit les portes du hangar sans prévenir, laissant le ruisseau d'acier s'ouvrir comme un juge entrant dans une salle d'audience oubliée. Les hommes à l'intérieur se figèrent. Les armes n'étaient pas dégainées, mais les mains tremblaient. Les yeux plissés. Des expressions de choc se transformèrent en culpabilité, en défi, puis en confusion. Ibrahim marchait lentement vers le centre de l'espace, le métal résonnant sous ses bottes. Il regarda chaque homme, ses yeux sombres, inébranlables, sa mâchoire serrée, mais pas crispée. Il n'a pas crié. Il n'a pas accusé. Au lieu de cela, il a élevé sa voix claire et égale, parlant non pas comme un commandant donnant des ordres, mais comme un homme essayant de percer des années de douleur et de colère. « Je sais ce que tu prévois, dit-il. Je sais à qui tu as parlé. Je sais pourquoi vous pensez que cela est nécessaire. Tu crois que j'ai perdu le chemin. Que je suis devenu la chose même contre laquelle nous nous sommes soulevés. Que j'ai transformé cet uniforme en trône. Mais tu as tort. Et j'ai besoin que tu m'écoutes. Pas parce que je suis plus haut placé que toi. Non, pas parce que je porte ce badge, mais parce que vous êtes mes frères et que vous êtes sur le point de commettre une erreur qui détruira non seulement cette mission, mais ce pays. » Il s'arrêta. Personne n'a bougé. « La haine est séduisante, » poursuivit-il. « Quand on a perdu des amis sous les balles et les bombes, quand on a enterré des camarades sans avoir le temps de faire son deuil, il est facile de laisser la colère devenir notre boussole. Mais la haine ne guide pas, elle aveugle. Chaque homme tué par vengeance devient un orphelin. Chaque ennemi créé en crée 3 autres à sa place. Et quand on commence à s'entretuer par pouvoir, par peur, par fierté, on devient l'ennemi que nous avions juré de combattre. » Un murmure s'éleva à l'arrière. L'un des hommes, un sergent avec lequel Troy s'était entraîné il y a des années, baissa la tête. Un autre se déplaçait avec inquiétude, soudainement incertain du sol sous ses pieds. « Tu penses que m'éliminer arrangera les choses ?» Ibrahim demanda, sa voix s'élevant juste assez pour résonner à travers le cintre. « Et alors ? Régneras-tu ? Apporteras-tu l'unité par les balles et la suspicion ? Non. Vous briserez cette armée, ouvrirez les portes à ceux qui attendent dans l'ombre pour brûler ce qui reste de notre nation. » Il s'approcha, les yeux rivés sur un lieutenant qui avait autrefois servi comme opérateur radio. « Vous souvenez-vous de la nuit où nous avons traversé Jibo pour sauver ce convoi piégé ? Tu saignais de la jambe, tu étais à peine conscient, et je te portais sur mon dos. Est-ce que je t'ai demandé ce que tu croyais ? Est-ce que je me souciais de savoir où se trouvait ta loyauté ? Non. Parce que tu étais l'un des nôtres, et tu le es toujours. Silence. Je ne suis pas ici pour te punir. Je suis ici pour vous rappeler qui nous sommes. Nous ne sommes pas des seigneurs de guerre. Nous ne sommes pas des traîtres.
Nous sommes le bouclier entre le chaos et ce qui reste de cette terre. Si nous cédons maintenant, le Burkina Faso ne nous survivra pas. Sa voix s'adoucit, le poids de l'émotion brisant l'armure du commandement. Tu es en colère. Je comprends ça. Moi aussi. Chaque jour, je porte le chagrin de chaque soldat que nous avons perdu. Chaque lettre que j'ai signée à une mère, chaque poignée de main avec un père qui pouvait à peine se tenir droit sous le poids de la mort de son fils. Je les porte, mais je refuse de transmettre ce poids à une autre génération. Je ne laisserai pas la haine façonner l'avenir de ce pays. L'un des hommes s'avança lentement. Un caporal aux mains tremblantes et aux yeux humides. Il laissa tomber un morceau de papier plié, un signal, une confession, une reddition. Puis un autre. Suivi, puis un autre. Au moment où Ibrahim quitta le hangar, le soleil avait disparu, remplacé par un ciel chargé d'étoiles et de vent. La nuit semblait plus fraîche, plus douce. Il ne souriait pas, mais l'oppression dans sa poitrine s'est atténuée pour la première fois depuis des semaines. Le coup d'État n'a pas été arrêté par la force, mais par la conviction. Et à ce moment-là, il a cru, juste pendant une seconde, que le cycle pouvait peut-être être brisé. Et ce n'est que le début. Il retourna à ses quartiers bien après minuit, bien après que la base soit devenue silencieuse, à l'exception du passage occasionnel des gardes et du bourdonnement lointain des grillons. Les lumières fluorescentes au-dessus de nos têtes bourdonnaient doucement, projetant de pâles halos sur les murs de béton. Il n'y avait ni métaux ni décoration dans sa chambre, pas de photos de victoire triomphale ni de sourires familiaux chaleureux. Juste un lit de camp, un bureau, une carte du pays épinglée avec des marqueurs de couleur et une seule lanterne vacillant dans un coin comme un battement de cœur. Traoré s'assit lourdement à son bureau, les doigts tachés par le gravier du Sahel, l'esprit en ébullition. La scène du hangar se répétait sans cesse, chaque œil qui le regardait, chaque expression qui passait du défi à l'incertitude. Et au-delà de tout cela, une vérité obsédante, à quel point tout était proche, à quel point tout restait fragile. Le lendemain matin, il a réuni l'unité de commandement pour un briefing de routine. Mais quelque chose avait changé dans la pièce. L'air était plus pur, la tension s'était apaisée. Certains évitaient son regard, honteux. D'autres le regardaient avec une gravité nouvelle. Il n'a pas évoqué directement la tentative de mutinerie. Il n'y avait pas besoin. Il a simplement continué la mission, cartographiant les itinéraires des patrouilles, coordonnant les corridors humanitaires, répartissant les réserves de carburant en baisse entre les unités mobiles. Chaque décision avait un poids, et chaque visage dans la pièce semblait porter la conscience que cet homme avait choisi de ne pas les détruire alors qu'il aurait pu le faire, qu'il avait choisi la paix plutôt que la punition. Dans le silence qui suivit le briefing, l'un des plus jeunes officiers s'approcha de lui et lui demanda doucement « Pourquoi n'en avez-vous pas fait un exemple ?» Ibrahim regarda l'homme un long moment, puis dit « Parce que la peur n'inspire pas la loyauté. Elle ne fait que retarder la trahison. » Les jours qui suivirent apportèrent un étrange calme dans le camp. Les soldats travaillaient avec la même discipline, mais leurs yeux portaient quelque chose de différent. Peut-être une introspection, ou un sens du but ravivé. La base, qui avait autrefois semblé être un barrage retenant un flot de ressentiment, bourdonnait désormais d'une solidarité prudente. Et puis les pluies sont arrivées. Tout a commencé avec un grondement de tonnerre sourd sur les collines du nord. Le ciel s'assombrit jusqu'à devenir gris et meurtri avant de libérer des torrents d'eau chaude et lourde. Le Sahel, si souvent sec et impitoyable, s'est transformé en boue. Les camions ont coulé. Les tours radio crépitaient. Mais la pluie a apporté plus que des désagréments. Cela a apporté du temps. Il est temps de faire une pause. Pour reconstruire les fortifications, nettoyer les armes et panser les blessures, il est temps de réfléchir. Traoré profitait de ces journées pour se déplacer dans le camp sans cérémonie. Il mangeait avec l'infanterie. Il dormait dans les tentes lorsque le toit fuyait. Il partageait des cigarettes avec les mécaniciens et aidait les médecins à transporter les civières. Il posait des questions non pas en tant que commandant, mais en tant qu'auditeur. De quoi avez-vous le plus besoin en ce moment? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit? Qu'est-ce qui vous ferait rester dans ce combat alors que votre corps veut courir? Les réponses étaient brutes. Certains ont parlé de leur famille, déplacés, inaccessibles, survivant grâce au transfert d'argent envoyé lorsque le signal le permettait. D'autres ont admis avoir peur, être désespérés, croire sciemment que peu importe le nombre d'avant-postes qu'ils auraient nettoyés, l'ennemi reviendrait comme de la fumée à travers les fissures. Ibrahim n'a jamais offert un réconfort vide. Il n'a jamais promis de victoire qu'il ne pouvait pas garantir. Il a simplement écouté, hoché la tête et est passé à autre chose. Et ce faisant, il a construit quelque chose de plus fort que la peur. Il a bâti la confiance. Puis, on a entendu parler d'une attaque contre un village près de la frontière. Une grève coordonnée de militants aux premières heures du jour, incendiant des maisons, exécutant des anciens, recrutant des garçons. Le village comté était familier à de nombreux membres de l'unité. Certains étaient nés à proximité.
D'autres étaient déjà passés par là lors de missions précédentes. La nouvelle a été profondément blessante. Et pourtant, lorsque les rapports de renseignement ont confirmé la retraite de l'ennemi dans une vallée voisine, Ibrahim n'a pas ordonné un assaut immédiat. Au lieu de cela, il appela à la retenue. Certains officiers réagirent. Ils ont tué des civils, protesta l'un d'eux. Nous ne pouvons pas les laisser disparaître. Mais trois resta ferme. Nous agissons avec précision. Nous ne punissons pas la terre pour ceux qui se cachent dessous. Ils attendirent, observèrent, repérèrent, après 2 jours de suivi des mouvements ennemis et d'interrogatoires de survivants ayant fui à pied, ils entrèrent discrètement à l'aube, avec un minimum de force. Les militants, déjà divisés par des conflits internes, furent pris au dépourvu. Des dizaines d'entre eux se rendirent. Certains n'avaient même pas 15 ans. De retour à la base, les jeunes captifs furent séparés, nourris et abreuvés. Ils parlaient par fragments, certains effrayés, d'autres fiers, la plupart confus. 3 leur rendit visite personnellement. Pas de caméra, pas de presse, juste lui, assis sur une caisse renversée, parlant doucement à un garçon aux yeux écarquillés et aux ongles couverts de terre. « Pourquoi les as-tu rejoints » demanda-t-il. Le garçon ne répondit pas. « Qu'est-ce qu'ils t'ont promis » Toujours rien. 3 regarda les autres autour d'eux, tous silencieux, tous observants. « Ils t'ont promis un but, n'est-ce pas » ajouta-t-il. « Une raison de prendre une arme. Une raison d'être important. » Le garçon, à peine âgé de 13 ans, cligna des yeux puis hocha lentement la tête. Ibrahim expira. Ils font toujours ça. Mais le véritable objectif ne se réalise pas avec une arme. C'est construit. C'est mérité. Il faut plus de force pour protéger son peuple que pour lui faire du mal. Il se leva, quitta la tente et donna un ordre. Les plus jeunes captifs ne devaient pas être transférés en prison, mais intégrés dans un programme de réhabilitation, déjà en manque de ressources. Certains officiers n'étaient pas d'accord, mais aucun n'osa l'interroger publiquement. Pas après ce qu'il avait fait dans le hangar, pas après avoir sauvé les âmes de ceux qui s'étaient retournés contre lui. Les semaines passèrent. Les pluies s'arrêtèrent. Les fournitures arrivèrent. Un convoi en provenance de la capitale apporta des médicaments, des uniformes et des lettres de la maison. Mais parmi les arrivées les plus surprenantes, il y avait un journaliste. L'un des rares à travailler encore dans la région, autorisé par le gouvernement de transition à documenter la guerre à travers les yeux de ceux qui la combattent encore. Le journaliste suivit le camp pendant plusieurs jours, griffonnant des notes, capturant des moments avec un appareil photo cabossé. Elle interrogea des officiers, des cuisiniers, des opérateurs radio et des tireurs d'élite. Mais ce qui la frappait le plus, c'était la révérence avec laquelle les soldats parlaient de leur capitaine, non pas avec une adoration aveugle, mais avec un respect tranquille. Une phrase revenait sans cesse, « Il écoute ». Lorsqu'elle s'assit finalement avec 3 sous un arbre près du bord de la base, elle lui demanda, « Penses-tu pouvoir gagner cette guerre ?» Il la regarda, le visage marqué par l'épuisement et la détermination. « Je ne sais pas, » répondit-il, « mais je crois que nous pouvons arrêter de perdre. » Elle lui demanda ce qu'il craignait le plus. « Pas la mort, » dit-il. « Pas même la trahison. Ce que je crains, c'est que nous oublions qui nous sommes. Que nous devenions ce contre quoi nous combattons. Que nous laissions la haine devenir notre héritage. » Puis, après une longue pause, il ajouta quelque chose qu'elle citerait dans le titre de son article, « La paix n'est pas l'absence de guerre. C'est la présence d'hommes assez courageux pour pardonner. » La saison sèche revint en force. Les pluies avaient lavé la terre pendant un certain temps, mais maintenant le Sahel brûlait à nouveau. Des nuages de poussière s'élevaient sous les convois, peignant l'horizon de teintes de rouille et d'ocre. Les insectes bourdonnaient dans l'air épais, et le bruit des coups de feu lointains, toujours faibles, toujours lointains, commença à revenir. Mais quelque chose avait changé à la base. L'atmosphère restait tendue, alerte, mais désormais imprégnée de quelque chose de rare et durement gagné, la cohésion. Les hommes qui chuchotaient autrefois dans l'ombre s'entraînaient désormais côte à côte. Les officiers n'aboyaient plus d'ordre par peur de la dissidence, mais avec la certitude que la discipline était revenue non pas par la force, mais par la conviction. Ibrahim Traoré se réveillait avant le soleil la plupart du temps, son sommeil léger hanté par des fragments du passé. Des coups de feu dans le brouillard, le visage d'un ami déformé par la douleur, le rythme régulier des non lus à haute voix lors de trop nombreux enterrements. Il ne s'attardait pas sur ses souvenirs, mais il ne les repoussait pas non plus. Ils faisaient désormais partie de lui, cousus dans ses os comme de vieux éclats d'obus. Il les utilisait pour aiguiser sa concentration, pour se rappeler pourquoi il avait emprunté ce chemin en premier lieu. Le pouvoir ne l'avait jamais intéressé, pas vraiment. Ce qui l'avait poussé à agir, c'était la vision insupportable de sa patrie qui se défaisait, village par village, voix par voix, jusqu'à ce qu'il ne reste que le silence et le deuil, et il refusait de laisser ce silence gagner. Le conseil de transition de Ouagadougou annonça l'arrivée d'une délégation. Des responsables, des observateurs étrangers,
un envoyé de l'Union africaine. Il voulait visiter la base, inspecter les conditions et entendre les hommes eux-mêmes. Traoré ne broncha pas. Il donna le feu vert. Il n'avait rien à cacher. Les préparatifs furent rapides mais sans prétention. Les casernes furent balayées, les approvisionnements organisés, les drapeaux hissés à nouveau. Mais le message était clair, ce n'était pas un spectacle. C'était aussi une fenêtre sur la réalité, souvent ignorée par les costumes dans les salles de conférence. À l'arrivée de la délégation, elle ne fut pas accueillie par un défilé, mais par des acclamations. Ibrahim les accompagna dans tous les recoins du camp. Il les laissa parler librement aux soldats. Il leur montra l'infirmerie, les hangars de ravitaillement, les salles de classe construites à partir de bois de récupération et de goudron, où les jeunes recrues apprenaient les bases de l'alphabétisation en plus des exercices de tir au fusil. À un moment donné, un délégué demanda « Quel est le plus grand défi auquel vous êtes confronté ici ?» Ibrahim ne répondit pas tout de suite. « Gardez le cœur humain intact, dit-il finalement. Car cette guerre ne blesse pas seulement le corps, elle ronge l'âme. Et si nous ne protégeons pas cela, nous avons déjà perdu. » Plus tard dans la soirée, après le départ de la délégation et le tassement du convoi, Ibrahim marcha seul jusqu'au bord du camp. Les étoiles au-dessus du Sahel étaient implacables dans leur éclat, comme les yeux des ancêtres, observant, attendant. Il s'assit sur un rocher et regarda les broussailles, le chant rythmé des insectes étant le seul son. Une voix rompit le silence. « Capitaine », il se retourna. C'était le lieutenant Yacouba, le même homme qui, quelques semaines plus tôt, se tenait parmi les traîtres potentiels dans le hangar. Maintenant, sa posture était différente. Non plus rigide avec résistance, mais équilibrée avec humilité. « Je voulais te remercier, dit Yacouba. » Ibrahim haussait un sourcil. « De ne pas nous avoir achevés, d'avoir cru que nous pourrions revenir. » Trois hocha lentement la tête. « La loyauté ne se prouve pas lorsque tout est calme, dit-il. Cela se voit dans la façon dont nous nous remettons d'une trahison. » Il y eut un silence entre eux. Pas gênant, mais lourd. « Je ne t'ai jamais vraiment détesté, admit Yacouba. J'ai juste oublié pourquoi nous nous battions. » Ibrahim se leva et posa une main sur son épaule. « Alors aide les autres à s'en souvenir. C'est ton travail maintenant. » À partir de cette nuit-là, Yacouba devint l'un de ses plus fervents partisans, non pas par culpabilité, mais par détermination renouvelée. Il dirigea des patrouilles de nuit dans des zones contestées. Il coordonna les livraisons de nourriture aux villages isolés. Et il fut le premier à se porter volontaire pour la mission la plus dangereuse qui suivit. Cela arriva quelques semaines plus tard sous la forme d'un rapport urgent des réseaux de renseignement. Un chef de guerre clé, Amadou Dio, longtemps considéré comme mort, refit surface avec une milice dans une province ravagée près de la frontière malienne. Dio n'était pas simplement un autre chef rebelle. C'était un symbole, charismatique, brutal, capable de rallier des combattants désillusionnés avec un mélange de rhétorique religieuse et de promesses de vengeance. S'il n'était pas arrêté, des régions entières pourraient retomber dans le chaos. L'opération était risquée. Le terrain était difficile, les lignes de ravitaillement minces. Mais Traoré savait ce qui était en jeu. Il convoqua une réunion, rassembla ses hommes les plus fidèles et exposa le plan. Il ne frapperait pas comme une armée d'invasion. Il se déplacerait comme des chirurgiens, silencieux, précis, perturbateurs. Il couperait le soutien de Dio. Désarmerait ses lieutenants. Saboterait son influence avant que le bain de sang ne dégénère. Ils se déplacèrent à l'aube. Des camions recouverts de poussière. Des bottes martelant les sentiers rocailleux. Les radios crépitaient avec des mises à jour codées. Plus ils se rapprochaient, plus le monde devenait surréaliste. Villages incendiés. Des familles se cachaient dans des lits de rivières asséchées. Des écoles transformées en dépôts de munitions. C'était un théâtre de désespoir. Mais c'était aussi un endroit qui s'accrochait encore à quelque chose. L'espoir, peut-être, ou du moins le souvenir de celui-ci. Ils atteignirent la forteresse de Dio à la tombée de la nuit. 3 jours plus tard, le village était fortifié, l'enceinte extérieure gardée par des adolescents aux fusils rouillés et aux yeux affamés. Trois refusa de les engager directement. Au lieu de cela, il envoya des émissaires, des hommes du même groupe ethnique, parlant couramment le dialecte local, pour leur parler et leur proposer l'amnistie. Au début, les garçons rirent. Puis ils écoutèrent. Puis ils laissèrent tomber leurs armes. À l'intérieur du complexe, la tension était à son comble. Dio resta provocateur, entouré d'hommes endurcis et des ombres de sa gloire passée. Mais même lui le vit, l'effondrement de son contrôle, les fissures se formant sous ses pieds. Lorsque Traoré entra finalement au cœur du complexe, flanqué de Yacouba et de 2 négociateurs non armés, il ne parla pas comme un général. Il parlait comme un homme en avoir assez de voir son peuple mourir. Ce n'est pas ton royaume, Dio. C'est un cimetière, et tu le creuses plus profondément à chaque mensonge. Le seigneur de guerre ricana.
Vous pensez avoir gagné parce que quelques garçons ont laissé tomber leurs armes? Je pense que j'ai gagné parce que je suis toujours prêt à parler. Et toi? Répondit Ibrahim. Vous n'avez plus de fil à envoyer à la mort. Il n'y eut pas de confrontation dramatique, ni de tir de fin. Dio, soit par fatigue, soit par lucidité, se rendit cette nuit-là. Ces hommes le suivirent. Pas tous, mais suffisamment pour faire la différence. La victoire était réelle, mais pas bruyante. Il n'y a pas eu de défilé, juste la lente reconstruction d'une région longtemps prise en otage. Réouverture des routes, la livraison des céréales, le retour des mères qui avaient fui des années auparavant, tenant la main d'enfants qui se souvenaient à peine de ce à quoi ressemblait leur maison. De retour à la base, des semaines plus tard, Ibrahim a parcouru le camp avec une fierté tranquille. Il est passé devant des hommes qui réparaient des tours radio, a vu des médecins déballer des antibiotiques nouvellement arrivés, a écouté des rires s'élevant d'une tente-messe ou une radio jouer une chanson d'autrefois. Il s'autorisa un rare sourire. Puis un message est arrivé de la capitale. Le conseil voulait qu'il revienne pour un discours public. Le peuple, a-t-il dit, avait besoin de l'entendre directement. Il voyageait avec un petit convoi, son visage étant désormais connu dans tout le pays, même s'il essayait d'éviter les projecteurs. À Ouagadougou, les rues étaient bondées de monde lorsque son véhicule passait. Je n'applaudis pas, je ne crie pas, mais je regarde, curieux, prudent, reconnaissant. Lorsqu'il est monté à la tribune de l'Assemblée nationale, les micros ont cliqué. Les caméras ont diffusé son image à travers le pays. Il parlait lentement, clairement. Je ne suis pas venu parler en tant que président. Je viens parler en tant que soldat, en tant que fils de cette terre, en tant que quelqu'un qui a enterré trop d'amis pour rester silencieux. Il marqua une pause, scruta la pièce, puis continua, le pouvoir n'est pas quelque chose que je voulais. C'est quelque chose que j'ai accepté parce que d'autres l'auraient utilisé pour écraser. J'ai choisi de construire, mais nous ne pouvons pas construire si nous continuons à nous haïr les uns les autres. Nous ne pouvons pas diriger si nous apprenons à nos enfants à tuer. Le cycle se termine avec nous ou il nous termine. Il se pencha légèrement en avant, sa voix calme mais résolue. Il y a des traîtres qui ont déposé les armes et je leur ai pardonné. Il y a des ennemis qui se sont rendus et je les ai épargnés, non pas parce que je suis faible, mais parce que je suis fatigué du sang et je sais que vous l'êtes aussi. Il termina par une simple phrase, notre avenir ne s'écrit pas dans la guerre. C'est écrit dans ce que nous faisons. Après que la salle soit devenue silencieuse, elle se leva lentement, une ovation debout, non pas un tonnerre, mais de la compréhension. Un par un, ils se levèrent, car il avait dit ce que beaucoup craignaient de dire à haute voix. Cette guerre peut être nécessaire, mais elle ne doit jamais devenir ce que nous sommes. Dehors, la foule attendait, non pas des promesses, non pas du spectacle, mais de l'espoir. Et c'est finalement ce qu'il leur avait donné. Le retour au front s'est fait dans le calme. Il n'y a pas eu d'adieu cérémoniel, pas de grande déclaration, juste un homme qui retournait dans le feu où le véritable travail était encore inachevé. Ibrahim Traoré a compris que les discours, aussi émouvants soient-ils, ne suffisaient pas à maintenir une nation unie. Les mots peuvent enflammer les cœurs, mais seule l'action peut les maintenir en feu. Ainsi, après seulement 3 jours dans la capitale, il se retrouva à nouveau à bord d'un transport militaire, volant à basse altitude au-dessus de l'étendue fissurée du Nord, où les villages étaient des villes fantômes et où chaque arbre pouvait cacher un sniper. Son arrivée à la base fut accueillie par des hochements de tête silencieux, des saluts fermes et une compréhension mutuelle. La mission n'était pas terminée. Le camp avait encore changé. Tranchées plus profondes, tours de guet renforcés, nouveaux visages dans les rangs. De jeunes recrues, certaines à peine majeures, s'étaient jointes à lui en son absence, les yeux écarquillés par l'incertitude, mais désireuses de servir. Ibrahim prit soin de leur serrer la main à chacun. Il se souvenait de chaque nom. C'était sa façon de leur rappeler qu'ils n'étaient pas des corps anonymes dans une machine, mais une partie d'une force vivante avec un but. Les semaines suivantes furent implacables. Les renseignements suggéraient que plusieurs groupes dissidents, autrefois fidèles à Dio, avaient refusé de reconnaître sa reddition. Ils s'étaient retirés dans les forêts des 3 frontières, s'organisant sous de nouveaux noms, arborant de vieilles bannières peintes en noir. Pire encore, ils n'étaient plus seulement des combattants. Ils devenaient des marchands de peur, trafiquant des armes, exploitant des mines d'or, utilisant l'extorsion pour financer le chaos. L'État, encore fragile, ne pouvait pas se permettre une nouvelle spirale. Traoré convoqua un conseil stratégique. Les cartes déroulées devant eux étaient tachées de saleté et de café. Les marqueurs se déplaçaient et disparaissaient à chaque mise à jour. Son plan était audacieux, trop audacieux pour certains. Il s'agissait de progresser plus profondément que n'importe quelle unité ne l'avait fait depuis le début du conflit, sur un terrain où aucun véhicule blindé ne pouvait passer, dans des zones si instables que même des convois humanitaires avaient disparu. Nous y allons à la lumière, dit-il, de manière tactique, non pas pour conquérir, mais pour engager, désarmer et créer un dialogue lorsque c'est possible. Là où ce n'est pas le cas, nous neutralisons,
mais toujours avec contrôle, toujours avec l'avenir en tête, Yacouba. Désormais digne de confiance et transformé, hocha la tête. D'autres suivirent. L'opération portait le nom de Code Lurlight. Le voyage les conduisit à travers des savanes arides et des broussailles denses, à travers des villages abandonnés où le silence pesait comme un poids. Dans un avant-poste, ils trouvèrent une femme seule qui s'occupait d'un groupe d'enfants orphelins. Lorsqu'on lui demanda pourquoi elle était restée, elle répondit simplement, parce que quelqu'un devait le faire. Ils lui laissèrent des médicaments, des céréales et 3 soldats pour surveiller la zone jusqu'à l'arrivée des renforts. Ibrahim lui parla en privé, loin des autres. « Croyez-vous que ce pays peut encore guérir ?» lui demanda-t-il. Elle le regarda, fatiguée mais pas vaincue. « Oui, dit-elle. Parce que j'ai vu des hommes pires devenir meilleurs. J'ai vu des garçons armés réapprendre à planter du mil. Mais il faut quelqu'un qui croit en eux. » Il porta ces paroles en lui. Dans les régions forestières, la résistance était féroce. Des escarmouches éclataient à l'aube, la fumée s'élevait à travers les arbres, l'air était lourd de chaleur et d'adrénaline. Mais quelque chose d'inhabituel commença à se produire. Certains des jeunes combattants, à peine plus que des enfants, hésitaient. Ils s'enfuirent. Et une fois capturés, ils ne combattirent pas. Ils parlèrent. Ils racontèrent des histoires de faim, d'abandon, de fusils remis, et on leur affirma qu'ils trouveraient nourriture et sens derrière la gâchette. Ibrahim écouta chacun d'eux. Il refusa de les réduire à des statistiques. Il insista sur les entretiens, les récits manuscrits, les témoignages, non pour les tribunaux, mais pour la mémoire, pour l'histoire, afin qu'un jour, à la fin de cette guerre, ils puissent regarder en arrière et comprendre non seulement qui s'est battu, mais pourquoi. Plus il s'enfonçait, plus ses forces se présentaient non pas comme des envahisseurs, mais comme des médiateurs. Dans une ville, 2 clans rivaux se livraient une querelle sanglante depuis 7 ans. Des dizaines de personnes étaient mortes. La mort d'un seul bœuf lors d'un conflit commercial avait donné lieu à des générations de haine. Traoré rassembla les anciens des 2 familles sous un baobab. Il s'assit en tailleur avec eux, sans fusil, sans garde, et raconta une histoire, non pas de victoire, mais de son père. Il raconta comment son père avait été trahi par un ami au cours de ses premiers jours dans l'armée. Comment il avait été accusé de lâcheté, presque renvoyé, et comment, des années plus tard, lorsque ce même homme vint lui demander pardon, il l'offrit sans condition. Parce que la haine, dit-il, construit des murs plus vite que les balles. Mais le pardon plante des graines. Les anciens écoutèrent, pour la première fois depuis 7 ans, ils acceptèrent de partager l'eau du même puits. Une trêve, provisoire, mais réelle. Les succès commencèrent à se propager vers l'extérieur. Les journalistes intégrés aux troupes commencèrent à envoyer des histoires, non pas de gloire, mais de reconstruction, d'enfants capturés réunis avec leurs familles, de routes dégagées, d'écoles rouvertes. Les médias étrangers, autrefois indifférents à cette guerre oubliée, commencèrent à y prêter attention. Mais tout le monde n'était pas content. Une coalition de profiteurs de guerre, d'entrepreneurs, de contrebandiers et d'intermédiaires corrompus avait prospéré dans le chaos. Pour eux, la paix était mauvaise pour les affaires. Des rumeurs atteignirent la capitale. Certains membres du conseil de transition se sentirent mal à l'aise. Ils craignaient l'influence croissante de Traoré. Sa popularité n'était plus seulement régionale. C'était un homme national, et sa philosophie de la rédemption plutôt que de la vengeance le rendait dangereux pour ceux qui profitaient de la division. De retour à la base, un message codé arriva une nuit. Un contact de confiance du ministère de l'Intérieur. C'était bref. Il regarde. Faites attention à qui vous faites confiance. Ibrahim ne broncha pas. Il savait depuis longtemps que le champ de bataille s'étendait au-delà de la forêt. La politique, l'envie, l'ambition, c'étaient des batailles en soi. Il réunit son cercle intime, élabora des plans d'urgence et renforça la sécurité du camp. Mais il redoubla également d'efforts en matière de transparence, chaque opération étant documentée, chaque dépense enregistrée. Il savait que son plus grand bouclier contre les vautours qui tournoyaient au-dessus de lui était la vérité. Puis vinrent les bombardements. C'est arrivé à l'aube. Un engin explosif improvisé, EEI, explosa à distance au bord d'une route, ciblant un convoi de ravitaillement de retour. 3 morts, 2 blessés, tous des locaux. L'un d'eux avait 17 ans. La nouvelle fut dure. La base tomba dans le silence. Le chagrin se répandit comme une traînée de poudre. Pour la première fois depuis des mois, l'air était à nouveau chargé de colère. Certains appelèrent à des représailles immédiates. Nous savons qui l'a planté, grogna un officier. Détruisons leurs repères, mais Traoré répondit, non, pas encore. Il rassembla l'unité. Tous. Des centaines de soldats debout sous le soleil matinal, la sueur perlant sur leur front, les yeux injectés de sang de rage. Ils se tenaient devant eux, calmes, concentrés. Ils veulent que nous retombions dans la haine, dit-il. Que nous agissions sans réfléchir,
que nous devenions les monstres qu'ils prétendent que nous sommes, mais nous ne leur donnerons pas cette satisfaction. Il marqua une pause, respirant lentement, la voix posée. Nous pleurons nos frères. Nous les enterrons avec honneur. Et ensuite, nous agissons avec discipline, avec intelligence. Nous trouvons les responsables et nous démantelons leur pouvoir, non par les flammes, mais par la stratégie. Ces mots tranchaient la fureur. Et comme auparavant, le vent tourna, non pas instantanément, mais progressivement. Les troupes se retirèrent. Les enquêteurs intervinrent. En quelques jours, la cellule responsable fut localisée, capturée vivante, jugée publiquement, non pas lynchée dans un fossé, mais tenue responsable devant la loi. Ce fut plus lent, plus difficile, mais c'était la justice. Au fil des mois, une stabilité fragile commença à s'enraciner dans des régions qui n'avaient connu que la guerre pendant des années. Ce n'était pas encore la paix, mais c'était un mouvement dans la bonne direction. Les réfugiés commencèrent à revenir petit à petit. Les marchés rouvrirent prudemment, les agriculteurs défrichèrent à nouveau leurs terres, puis, sans prévenir, Ibrahim Traoré annonça qu'il ne chercherait pas à rester au pouvoir au-delà de la période de transition. Le pays était abasourdi. Beaucoup le supplièrent de rester, mais il demeura ferme. « Je n'ai jamais été destiné à diriger éternellement », dit-il lors d'une émission nationale. « Mon rôle était de nous guider à travers la tempête, et les tempêtes, quelle que soit leur durée, finissent par passer. » Il s'engagea à aider à organiser des élections transparentes pour soutenir les candidats qui défendaient les principes d'unité, de justice et de dignité, et à revenir, si nécessaire, non pas en tant que dirigeant, mais en tant que soldat. Dans les semaines qui suivirent, son approbation monta en flèche. Les tribus qui s'étaient autrefois battues avec acharnement se réunirent désormais lors de sommets de paix. Les mosquées et les églises partagèrent des convois d'aide. Les enfants chantaient des chansons dans les cours d'école, des chansons non pas de guerre, mais de résilience. Et Ibrahim, pour la première fois depuis une éternité, s'autorisa à dormir toute la nuit. Il rêvait de silence, non pas le silence de la perte, mais le silence de la paix, d'une terre qui ne serait plus marquée, de routes remplies non pas de convois mais de rires. Il rêvait d'un Burkina Faso qui n'aurait plus besoin d'hommes comme lui pour tenir le coup, d'un pays où la mémoire serait guérie au lieu d'être hantée. Et peut-être, juste peut-être, ses rêves étaient plus proches que quiconque n'avait osé le croire.